À l'entrée du collège, une scène inattendue glaça les cœurs. La fillette, vêtue d'une robe usée et d'un sac à dos abîmé, attendait en silence. Tandis que sa mère, radieuse dans une robe rouge, arrangeait avec fierté les vêtements neufs de son fils aîné. La petite baissa les yeux, ravalant ses larmes. Invisible pour ceux qui auraient dû l'aimer. Ce qui était sur le point d'arriver ne ferait pas que remettre en question la justice de cette mère, mais aussi le véritable sens du mot famille. Et avant de continuer, permets-moi de te souhaiter santé et paix. Dis-moi de quel pays et à quelle heure tu regardes cette histoire. L'effervescence du marché dominical s'étendait sur tout le village. Sous les arches de pierre, les étals offraient des couleurs vives, des monticules d'oranges luisantes, des jambons serrano suspendus tels des trésors, des écharpes en laine tricotées à la main. L'odeur de churros fraîchement frits se mêlait à l'arôme du café qui s'échappait du café du coin. C'était un jour d'automne. Les feuilles mortes roulaient au gré du vent et les familles se promenaient, emmitouflées dans leurs manteaux. Carmen marchait d'un pas assuré entre les étals, la tête haute, cherchant attentivement une chemise pour son fils aîné, Diego, âgé de 12 ans. Il la suivait avec enthousiasme, sachant que ce jour-là, il repartirait avec quelque chose de neuf. Antonio, le père, portait un sac de pommes de terre et se taisait comme d'habitude, observant sans trop donner son avis. À son côté, la petite Maria essayait de suivre le rythme dans une robe qui avait déjà passé entre les mains de plusieurs cousines et voisines. Le tissu était usé, les couleurs passées, les coutures rapiécées encore et encore. Sur un étal voisin, une robe rouge était exposée à la vue de tous. Maria la regarda avec espoir. Elle leva la main pour toucher le tissu doux, s'imaginant la porter à l'école. Imaginant ce que ce serait de se sentir jolie, ne serait-ce que pour un jour. La fillette sourit timidement. Mais aussitôt, elle entendit la voix de sa mère, « Ça ne sert à rien, ma fille. » « Celle de ta cousine te va encore, » dit Carmen, écartant le tissu d'un geste rapide. Le vendeur, pendant ce temps, félicitait Diego, ce jeune homme à fière allure, « Madame. Avec cette nouvelle chemise, il ressemblera à un vrai petit gentleman. » L'enfant, fier, essaya le vêtement bleu et se regarda dans un petit miroir accroché à l'étal. Antonio observait la scène en silence. Son regard s'arrêta un instant sur Maria, qui avait retiré sa main de la robe rouge. Il ne dit rien, peut-être pour éviter une discussion, peut-être parce qu'au fond, il était habitué au caractère de sa femme. Le murmure du marché continuait. Des rires d'enfants, des voix de vendeurs proposant des olives. La musique d'un accordéon de rue. Diego fit un tour sur lui-même, montrant sa nouvelle chemise, et Carmen sourit, satisfaite, « Ça oui, mon fils. Ça oui. » Maria baissa les yeux. Serrant les lèvres, elle sentit le froid du vent d'automne s'engouffrer par les trous de sa robe. Elle se serra dans ses bras, faisant semblant de rien. Mais en elle, la question grandissait, pourquoi était-ce toujours elle qui recevait ce qui restait? Antonio, les sourcils froncés, tenta de parler, mais les mots lui restèrent coincés dans la gorge. Il marchait derrière sa famille d'un pas lent. L'écho de ses chaussures sur les pavés semblait lui rappeler que le silence était aussi un choix. Maria, elle, tentait de se convaincre que peut-être un jour les choses seraient différentes, que peut-être sa mère la regarderait avec la même fierté qu'elle regardait Diego. Le soleil commença à se cacher derrière les toits de tuiles rouges. Les commerçants rangeaient leurs étals, repliant nappes et tissus. La famille rentra chez elle, Diego exhibant sa nouvelle chemise comme un trophée. Maria marchait derrière, traînant légèrement les pieds, le cœur lourd. Cette nuit-là, devant le miroir, Maria caressa sa vieille robe et pensa, « Pourquoi est-ce que je reçois toujours ce qui reste ?» La cour de l'école était pleine de voix enfantines. Il était en milieu de matinée. L'air sentait les sandwichs au jambon enveloppés dans du papier et les craies usées que les maîtres utilisaient encore sur les tableaux verts. Les enfants couraient après un ballon. D'autres jouaient à la marelle dessinée à la craie sur le sol de pierre. Maria marchait lentement, essayant de se fondre parmi les autres, souhaitant passer inaperçue. Sa robe, la même qu'elle avait portée au marché le dimanche, montrait des coutures ouvertes et un ourlet usé qui couvrait à peine ses genoux. Un groupe de fillettes s'approcha d'elle avec des sourires malicieux. L'une d'elles, avec un nouveau ruban dans les cheveux, désigna la robe et dit à voix haute, « Regardez, on dirait un torchon. » Les rires se propagèrent comme un incendie. Certains enfants se retournèrent, d'autres se joignirent à eux avec des gestes moqueurs. Maria eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle essaya de se cacher avec ses mains, ramenant le tissu vers l'avant,
mais plus elle le faisait, plus les taches et les ficelage semblaient visibles. Son cœur battait fort, ses yeux se remplirent de larmes. Diego, qui jouait au football avec ses amis à l'autre bout de la cour, entendit les rires, mais fit semblant de ne pas les entendre. Une pointe de malaise lui traversa la poitrine, bien qu'il continuât à courir après le ballon comme si de rien n'était. Soudain, une voix ferme coupa l'air. « Ça suffit » s'exclama Madame Isabelle, l'enseignante qui était sortie dans la cour avec un manteau gris sur les épaules. Le brouhaha cessa. Les enfants se regardèrent, baissèrent la tête. Isabelle s'approcha de Maria et lui posa une main douce sur l'épaule. La fillette tremblait, incapable de soutenir son regard. « Maria, dit l'enseignante à voix basse, rien que pour elle. Ne laisse personne te faire sentir inférieure. » La fillette hocha la tête. Bien que les larmes coulassent déjà sur ses joues, elle s'accrocha au bras d'Isabelle comme on trouve un refuge au milieu de la tempête. L'enseignante la serra dans ses bras quelques secondes, la protégeant des regards des autres. Plus tard, en classe, Isabelle ne put se concentrer pleinement sur la leçon. Pendant que les enfants copiaient une lecture, elle observait Maria, qui écrivait la tête baissée, s'efforçant de ne pas se faire remarquer. Isabelle connaissait ce silence, celui des élèves qui portaient un fardeau plus lourd qu'un sac à dos. Lorsque la cloche finale sonna, les enfants sortirent en courant. Certains dirent au revoir avec un « à demain ». D'autres partirent en groupe vers la place. Maria ramassa ses cahiers avec soin et sortit la dernière. Dehors l'attendait Antonio, son père, assis sur un banc, les mains dans les poches. Il lui donna une légère tape dans le dos et ils marchèrent ensemble en silence. Isabelle les observa depuis la porte. Son instinct d'enseignante lui disait qu'il ne suffisait pas de consoler Maria pendant la récréation. Il y avait quelque chose de plus profond derrière cette vieille robe, quelque chose qui venait de la maison. Elle décida qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Ce même après-midi, lorsque les salles de classe furent vidées que l'écho des pas s'éteignit, Isabelle prit son manteau, rangea quelques papiers dans son sac et sortit en direction de la maison de la famille. Cet après-midi-là, Isabelle prit son manteau et pensa « Je vais parler à ses parents. Cela ne peut pas continuer ainsi. » L'après-midi se posait lentement sur le village et l'air frais d'automne faisait craquer les branches sèches. Le ciel se teignait de gris, présage de pluie, tandis qu'un silence pesant dominait la maison des parents de Maria. Les murs blanchis à la chaux reflétaient une lumière tamisée et l'horloge murale marquait le temps de son tic-tac constant. Antonio feuilletait un vieux journal sur la table de la salle à manger, mais ses yeux se perdaient parmi les lettres, incapable de se concentrer. Carmen remuait les casseroles et les assiettes, marmonnant à propos du dîner avec des gestes rapides et secs. Maria était dans sa chambre, dessinant sur un cahier avec des crayons courts, cherchant refuge dans des couleurs qui subsistaient à peine. Des coups à la porte interrompirent la routine. Antonio se leva à contre-cœur et ouvrit. Là se tenait Isabelle, l'enseignante, emmitouflée dans son manteau gris, un dossier sous le bras et l'expression sérieuse. Elle salua d'un « bonsoir » empreint de respect et demanda la permission d'entrer. Carmen haussa les sourcils, surprise par la visite inattendue, mais ne put refuser. Avec un sourire contraint, elle l'invita à entrer. La salle à manger sentait le plat mijoté à moitié préparé. Isabelle s'assit à la table face à Antonio et Carmen, qui se placèrent de chaque côté. La tension était palpable. Maria, entendant les voix, sortit sur la pointe des pieds de sa chambre et resta dans le couloir, cachée derrière la porte, le cœur battant vite. « Je suis venue parce que je suis préoccupée par Maria », commença Isabelle d'une voix douce mais ferme. Aujourd'hui à la récréation, des enfants se sont moqués de sa robe. Elle a pleuré et j'ai dû intervenir. Antonio s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Carmen, en revanche, répondit avec froideur, « Ce sont des affaires de gamins. Tout le monde s'est déjà fait dire quelque chose. » Isabelle la regarda dans les yeux et rétorqua, « Ce n'est pas la même chose. Un commentaire peut passer, mais quand un enfant se sent inférieur dans sa propre maison, cette blessure devient profonde. » Carmen croisa les bras, sur la défensive, Diego est l'aîné. Il doit donner une bonne image. Maria est une fille. Ce n'est pas grave si elle s'habille simplement. J'ai grandi ainsi et il ne m'a manqué de rien. Maria serra les lèvres depuis le couloir. Ses yeux se remplirent de larmes en entendant ces mots. Isabelle posa les mains sur la table, se penchant légèrement en avant. Il ne s'agit pas seulement de vêtements, il s'agit de ce que cela représente pour elle. Si elle ne reçoit toujours que les restes, elle croira que sa place dans le monde est celle-là, celle de celles qui ne méritent pas le meilleur.
Antonio leva les yeux. Ses yeux révélaient un conflit intérieur. Il voulut parler, mais Carmen l'interrompit d'un geste de la main. Comme si elle lui ordonnait le silence, l'enseignante soupira et poursuivit. Cette fois-ci, d'un ton plus dur, les enfants n'oublient pas l'indifférence. Ils oublieront peut-être une punition ou une parole dure, mais ils n'oublient jamais de se sentir moins aimés. Le silence tomba sur la table. On n'entendait que le goutte-à-goutte du robinet de la cuisine et le vent frappant les contrevents. Isabelle regarda Antonio avec espoir, attendant qu'il dise quelque chose, mais il baissa les yeux, incapable d'affronter sa femme. Ce silence pesait autant qu'une confession. Maria, cachée, sentit la solitude s'emparer d'elle. Elle voulait courir vers Isabelle, la serrer dans ses bras, lui demander de ne pas partir, mais la peur de la réaction de sa mère la cloua au sol. Finalement, Isabelle ramassa son dossier et se leva. « Je voulais juste que vous y réfléchissiez. Maria mérite la même chose que Diego. » Ni plus, ni moins, dit-elle avec fermeté. Carmen hocha la tête avec un sourire poli, bien que ses yeux disent le contraire. Antonio murmura un « merci », à peine audible. L'enseignante se dirigea vers la porte et avant de sortir, elle se retourna un instant, ne sous-estimez pas la blessure que laisse l'indifférence. La porte se referma et l'écho du bruit résonna dans la maison. Carmen retourna à la cuisine sans dire un mot. Antonio sortit dans la cour et alluma une cigarette, regardant le ciel nuageux avec une expression tourmentée. Dans le couloir, Maria resta immobile, le regard fixé au sol. Ses lèvres tremblaient et dans un murmure presque inaudible, elle dit « Si seulement quelqu'un me défendait ici ». Le ciel était devenu plombé et l'air d'automne annonçait la tempête. Lorsque la cloche de sortie sonna à l'école, les enfants coururent vers la place principale, certains avec des parapluies, d'autres se protégeant avec leurs cartables sur la tête. Maria n'avait rien pour se couvrir. Elle sortit avec son cahier serré contre sa poitrine et commença à marcher dans les rues pavées, qui reflétaient déjà des flaques sous les lampadaires allumés prématurément. La pluie tomba soudainement, d'abord une fine bruine, puis une averse torrentielle. Les gouttes frappaient avec force la vieille robe, qui colla vite à son corps. Le froid lui transperça la peau, la faisant frissonner. Ses chaussures, trop petites et aux semelles usées, laissèrent entrer l'eau jusqu'à lui tremper les chaussettes. La fillette serra les dents et marcha plus vite, désirant arriver à la maison. Diego était sorti quelques minutes plus tard, accompagné de 2 amis. Il courait en riant, se protégeant sous l'auvent d'un magasin. En un instant, il distingua la silhouette de sa sœur avançant seule sous la pluie. Il la vit recroquevillée avec sa robe sombre collée au corps et ses cheveux dégoulinants. Pour la première fois, quelque chose en lui se contracta. Ce n'était pas juste. Ses amis l'appelèrent pour continuer à jouer dans les flaques, mais Diego ne répondit pas. Il resta à regarder Maria tourner au coin de la rue en direction de la maison. Dans la maison, Carmen leva les yeux de la cuisine en entendant la porte s'ouvrir brusquement. Maria entra en tremblant, la robe trempée, les mains froides comme la glace. « Change de vêtements », dit la mère sans trop élever la voix, occupée à remuer un ragoût. Maria hocha la tête en silence et monta dans sa chambre. Elle monta les escaliers avec ses chaussures dégoulinantes d'eau, laissant une trace humide. Personne ne la suivit. Personne ne lui offrit une couverture ni un câlin. Diego arriva peu après. Il trouva la maison chaude grâce au feu de la cuisine, mais son regard chercha immédiatement sa sœur. Il entendit une porte claquer à l'étage et sut qu'elle était enfermée dans sa chambre. Il voulut monter, frapper, dire quelque chose, mais n'osa pas. Il resta dans le couloir, serrant son ballon de football contre sa poitrine, sentant un étrange nœud dans la gorge. Au dîner, la famille se réunit autour de la table. Le ragoût fumait et Carmen servit les plats normalement. Antonio parla peu, se limitant à des commentaires sur le travail. Diego jouait avec sa fourchette, distrait, tandis que Maria touchait à peine à son assiette. Le silence pesait. Personne ne mentionna la pluie ni la robe trempée. Antonio, levant les yeux, remarqua les joues rougies de Maria et ses cheveux encore humides. Il fit mine de demander, mais se retint. La peur d'une dispute avec Carmen lui ferma la bouche. Il se racla simplement la gorge et continua de manger. Maria, les mains sur ses genoux, essayait de ne pas laisser échapper de larmes. Elle se dit qu'elle était habituée, que c'était ainsi dans sa maison, mais en elle, la tristesse grandissait comme une ombre. Diego la regarda du coin de l'œil. Il se rappela les rires dans la cour lorsque les enfants se moquaient d'elle.
Il se rappela la visite d'Isabelle à la maison et les mots de l'enseignante résonnant encore dans sa tête. Ne sous-estimez pas la blessure que laisse l'indifférence. Cette phrase le brûlait. Bien qu'il ne l'eût pas entendue directement, elle lui était parvenue par les commentaires des voisins. Après le dîner, chacun se retira. Antonio sortit dans la cour fumée. Carmen rangea les plats et fredonna une vieille chansonnette, distraite. Diego monta dans sa chambre d'un pas lent. Il s'arrêta devant la porte fermée de Maria. Derrière, on entendait un silence tendu et soudain un sanglot retenu. Diego colla son oreille au bois, retenant sa respiration. Cette nuit-là, Diego entendit sa sœur pleurer doucement et ne put dormir. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres du collège, teignant de dorer les couloirs de pierre. C'était jour de réunion avec les parents et l'air était chargé de murmures et d'une légère nervosité. Les bancs de bois avaient été alignés dans la salle principale. Au mur pendaient des dessins colorés faits par les enfants, des maisons aux toits rouges, des champs verts et des ciels bleus avec des oiseaux. Sur la table de l'enseignante, il y avait un thermos de café et des biscuits que certains parents partageaient en attendant. Carmen arriva la première, vêtue d'un manteau sombre et son sac à main serré sous le bras. Elle marchait d'un pas ferme, bien qu'au fond d'elle, elle n'aimait pas perdre son après-midi à ces réunions. Antonio la suivit d'un air fatigué, les mains dans les poches, évitant de trop regarder les autres. Maria, assise sur un banc au fond, observait en silence, nerveuse. Elle savait que cet après-midi pouvait changer quelque chose dans sa vie. Bien qu'elle ne comprît pas comment, Isabelle, l'enseignante, se leva. Sa voix claire emplit la salle. Elle commença par parler des progrès de la classe, de la façon dont certains enfants s'étaient améliorés en lecture, d'autres en mathématiques. Les parents acquiescèrent. Certains sourirent fièrement en entendant le nom de leurs enfants. Diego fut également mentionné, il a fait preuve de leadership dans les jeux et de responsabilité dans ses devoirs, dit Isabelle, regardant Carmen, qui sourit satisfaite. Mais Isabelle s'arrêta alors, regarda la liste des noms et éleva la voix d'un ton particulier. Je tiens à souligner le travail d'une élève qui, malgré les difficultés, travaille avec une constance admirable. Je parle de Maria. Un murmure parcourut la salle. Carmen leva les yeux, surprise. Antonio tourna également la tête vers sa fille, qui rougit et baissa les yeux. Maria, continua Isabelle, non seulement accomplit ses devoirs, mais elle démontre aussi une sensibilité particulière pour les détails. Ses rédactions sont profondes et en mathématiques, elle a résolu des exercices que peu réussissent à son âge. Si elle avait les mêmes opportunités que Diego, je suis convaincu qu'elle irait encore plus loin. Certains parents applaudirent doucement, d'autres sourirent vers Maria. La fillette, qui se recroquevillait sur le banc comme pour disparaître, leva un instant les yeux. L'éclat dans son regard en disait plus que 1000 mots. Carmen sentit une chaleur inconfortable dans la poitrine. Elle ne s'attendait pas à entendre de telles louanges envers sa fille cadette. Elle s'agita sur sa chaise et croisa les bras. Antonio, lui, déglutit et s'agita sur sa chaise, la gorge nouée. Isabelle poursuivit calmement, mais avec fermeté, les enfants s'épanouissent lorsqu'ils se sentent aimés et valorisés. Il ne suffit pas de leur donner un toit et de la nourriture. Ils ont besoin de se sentir vus. La phrase resta suspendue dans l'air. Les murmures cessèrent. Les parents gardèrent le silence, comme si cette affirmation avait touché quelque chose de profond en chacun. Maria, au fond, sentit pour la première fois que quelqu'un la reconnaissait devant tous. C'était comme si la lumière du crépuscule qui entrait par la fenêtre l'enveloppait, lui donnant un nouvel éclat. Carmen détourna le regard, mal à l'aise. Elle pensa à la robe rouge du marché, à la pluie qui avait trempé sa fille, aux fois où elle avait dit « ça ne sert à rien ». Sans imaginer ce que ces mots pouvaient provoquer, Antonio passa sa main sur son front, en sueur malgré le froid de l'automne. Il voulut parler, remercier Isabelle, mais sa voix se brisa et il décida de se taire. La réunion continua avec d'autres sujets, mais l'écho de ce qui avait été dit sur Maria resta gravé dans l'air. Les parents commencèrent à se lever, discutant entre eux, félicitant Isabelle pour son dévouement. Certains s'approchèrent de Maria et lui dirent « Très bien, ma petite ». Ce qui la fit rougir encore plus. Lorsqu'ils sortirent dans la rue, l'air frais de la nuit les accueillit. Carmen marchait en silence, serrant son sac à main contre sa poitrine. Antonio la suivait, les mains enfoncées dans les poches. Maria marchait derrière, à petits pas, mais léger, se sentant flotter. Le murmure de la place se mêlait aux lumières des réverbères et à l'odeur de châtaignes grillées d'un stand voisin.
Mais dans la tête de Carmen, seules les paroles d'Isabelle résonnaient. En arrivant au coin de la rue, elle s'arrêta un instant, regardant le sol. Elle serra les lèvres, mal à l'aise. En elle, une question surgit qu'elle ne put éviter, et si l'enseignante avait raison. Le dimanche se leva avec un air frais, mais différent des semaines passées. Le soleil éclairait les toits rougeâtres du village et la brise apportait l'odeur du pain fraîchement cuit de la boulangerie du coin. C'était jour de marché et la place principale se remplissait de voix, de couleurs, d'arômes qui enveloppaient tous dans une atmosphère festive. Les cloches de l'église carillonnaient, marquant la messe de midi, et les commerçants dépliaient leurs nappes sur de longues tables en bois. Il y avait des étals de fruits brillants, de fromages affinés, de jambons serrano suspendus comme des trophées et des paniers remplis d'olives marinées. Carmen marchait lentement, tenant la main de Maria. Ce simple geste surprit la fillette, qui la regardait avec méfiance et tendresse à la fois. Antonio, comme toujours, portait le panier vide. Mais cette fois, ses pas n'étaient plus traînants, mais fermes. Diego sautait à ses côtés, enthousiasmé par la musique d'un accordéoniste qui jouait près de la fontaine, où plusieurs enfants dansaient avec des churros à la main. En arrivant à un stand de vêtements, Carmen s'arrêta. Le vendeur salua d'une voix joyeuse, « Bonjour, madame. Aujourd'hui, nous avons de la nouvelle marchandise. Tout droit arrivé de Salamanque. » Les robes pendaient alignées. Chacune avec des couleurs vives, certaines en laine épaisse pour l'hiver, d'autres légères avec des fleurs brodées, pensées pour les fêtes de la Vierge qui approchaient. Carmen s'agenouilla à la hauteur de sa fille et, la regardant dans les yeux, lui demanda d'une voix douce, « Laquelle te plaît ?» Maria resta immobile. C'était la première fois que sa mère lui posait cette question. Elle sentit un nœud dans la gorge et hésita à répondre. Diego la poussa doucement du coude, l'encourageant, « Allez, Maria, choisis-en une. » La fillette leva la main timidement et désigna une robe bleue avec des fleurs brodées sur la poitrine et un délicat ruban à la taille. Le vendeur la descendit avec soin, comme s'il comprenait que cet instant avait une valeur particulière. Maria tint le vêtement entre ses mains, caressant le tissu doux, différent de tout ce qu'elle avait eu auparavant. Antonio sortit son portefeuille et paya sans marchander, ce qui n'était pas habituel chez lui. Le vendeur, souriant, commenta, « Elle lui ira à ravir, monsieur, je vous l'assure. » Carmen acquiesça et Diego applaudit avec enthousiasme. Maria entra derrière le paravent improvisé de l'étal et au bout de quelques minutes, elle en sortit vêtue de bleu. La brise automnale faisait onduler la jupe et le soleil faisait scintiller les fleurs brodées. Maria se regarda dans un miroir accroché par une corde et en se voyant reflétée, elle ne put retenir ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de honte. Comme à l'école, c'étaient des larmes de joie. Pour la première fois, elle se sentait vue, valorisée, reconnue. Les passants s'arrêtèrent. Certaines femmes âgées commentèrent à voix basse, « Comme elle est jolie, la petite. » Et un vieil homme sourit avec tendresse. Maria baissa les yeux, rougissante. Mais son cœur battait d'une force nouvelle. En rentrant à la maison, l'ambiance fut différente. Antonio, qui marchait habituellement en silence, fredonnait une vieille chansonnette. Diego parlait sans arrêt, imaginant comment sa sœur inaugurerait la robe lors de la prochaine fête du village. Carmen, bien que silencieuse, tint la main de Maria tout le long du chemin, comme si elle voulait rattraper le temps perdu. Cette nuit-là, la famille se réunit pour dîner. La table était servie avec une tortilla de pommes de terre, du pain frais et une petite assiette de jambon qu'Antonio avait acheté en guise de petite attention. L'odeur emplissait la cuisine et pour la première fois depuis longtemps, les rires prirent la place du silence. Diego raconta une blague apprise à l'école et tous rirent. Même Carmen. Maria se sentait partie de ce rire, partie de la table, non un fantôme invisible. Après le dîner, Carmen rangea les plats et Antonio servit un peu de vin dans 2 verres pour les adultes. Maria observait depuis sa chaise, toujours vêtue de sa robe bleue, incapable de l'enlever, même si elle était sur le point de dormir. Diego la regarda avec complicité et lui fit un clin d'œil, comme pour dire, « Tu le mérites. » Lorsque tout fut en ordre, Carmen s'approcha de sa fille. Elle la regarda longuement, les yeux embués, et caressa ses cheveux d'un geste maladroit mais sincère. La fillette leva les yeux, surprise, cherchant sur le visage de sa mère cette dureté habituelle, mais ce qu'elle trouva fut de la tendresse. Carmen respira profondément et d'une voix tremblante, prononça des mots qui marquèrent la fin d'un cycle et le début d'un autre, « Pardonne-moi, ma fille. » Parfois, les parents apprennent aussi tard. Parfois, les souvenirs qui persistent le plus ne sont pas les grands gestes,
mais ces instants simples où quelqu'un nous regarde enfin avec affection. L'image de cette fillette étrenant une robe bleue au milieu du marché, avec le vent d'automne caressant le tissu, devient un symbole que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Et avant de continuer, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous entendez de votre foyer? Si cette histoire vous a paru belle, écrivez un numéro 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle aurait pu être racontée autrement, appuyez sur le numéro 0 et partagez votre ressenti. La leçon qui se dégage de ce récit est claire et profonde. L'amour sincère, même s'il arrive tard, peut réparer d'anciennes blessures. Nous méritons tous d'être aimés et reconnus, peu importe si nous sommes l'aîné ou le cadet, homme ou femme. La vraie richesse ne se mesure pas en chemise neuve ou en robe chère, mais en la justice et la tendresse avec lesquelles nous traitons ceux qui partagent notre table. Et comme une lampe allumée à la fenêtre pendant la nuit, un geste simple, une étreinte, une parole d'encouragement, un acte d'égalité peut nous guider dans les couloirs les plus sombres de la vie. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous vous rappellerez des moments où vous avez également été témoin de favoritisme ou de silence qui faisait mal. Ou peut-être évoquerez-vous une caresse inattendue qui a guéri de vieilles blessures. Chaque famille garde ses secrets et ses ombres, mais aussi la possibilité de se réconcilier. L'important est de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour apprendre, pour faire un pas vers la tendresse. Faites une pause maintenant. Pensez à votre propre table, à vos enfants, à vos petits-enfants. Demandez-vous s'il y a quelqu'un qui attend encore un mot de votre part, une preuve d'affection qui ne lui a pas été donnée. Et si ce récit a touché votre cœur, partagez-le, car raconter des histoires est aussi une manière d'embrasser. Souvenez-vous toujours que le bonheur s'allume quand nous cessons de vivre seulement pour nous-mêmes et commençons à vivre pour les autres. M.